Ce que je souhaitais en fait vous proposer, vous avez vu que dans ce film et dans ce dont on va parler maintenant, on s'intéresse bien évidemment au lien entre ce qui se passe dans notre tête et notre corps. Ça fait maintenant 1 heure et demie pour certains d'entre vous que vous avez posé cette partie de vous-même sur la chaise pour être dans cette dynamique qui me paraît importante où on se préoccupe à la fois de ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit et aussi de ce qui se passe dans notre corps. Je voudrais vous proposer, vous inviter, pour ceux d'entre vous qui sont d'accord, à vous lever. Simplement à vous reconnecter avec ce que vous avez posé sur la chaise il y a 1 heure et demie, reprendre conscience que cette partie-là existe aussi. On a tendance à l'oublier, on passe beaucoup de temps assis sur une chaise, tous, donc c'est pas pour quitter la salle, pas encore, s'il vous plaît, restez là avec nous. Simplement, je pense qu'on a tous besoin de bouger un peu, de mettre les pieds par terre, de respirer si on en a envie. Pour ceux qui savent respirer, j'espère que vous savez tous le faire. Et puis prendre quelques instants pour rester debout. Je ne vais rien vous demander de plus. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis de son. On m'entend ? Oui, vous m'entendez ? D'accord, très bien. Donc il y a moins d'écho, tout simplement. Et puis voilà, c'était simplement une espèce de transition entre le moment du film, où on était tous plongés dans cette réflexion sur ce qui se passe avec ces personnages, qu'ils soient des experts ou des patients. Je vous remercie de vous être levés. Vous pouvez maintenant vous rasseoir. Moi, je vais rester debout. Et puis, on va continuer ensemble à essayer d'illustrer les différentes choses qui ont été dites lors du film et les complémenter. Alors, là, par contre, il va falloir que je bouge. J'espère que je ne vais pas me faire gronder par Pascal. Je voulais simplement dire que cette histoire, ces questions des liens entre l'esprit et le corps, c'est évidemment une histoire très longue. On va faire un petit voyage ensemble pour essayer de comprendre d'où on vient et où on va. La médecine, pendant longtemps, a été non pas une science comme à l'heure actuelle, mais finalement une discipline qui était prise en main par des personnes qui étaient davantage des personnes issues du monde religieux. Et à cette époque-là, finalement, la relation qu'il y avait entre le médecin et la personne qu'il prenait en charge, qu'il voulait soigner, accompagner, eh bien, c'était la relation qui primait. On est passé, grâce au progrès de la médecine, d'une certaine manière, et à cause des progrès de la médecine, à finalement un domaine où, même si on cherche la compassion, l'empathie, l'écoute, eh bien on se retrouve plutôt dans une dimension où le corps est coupé en morceaux, les spécialités sont de plus en plus nombreuses. C'est à la fois une bénédiction, bien sûr, c'est formidable, on peut bénéficier des progrès de la médecine avec des médecins, des chercheurs qui ont une perspective, une expertise de plus en plus pointue, bien sûr. Malheureusement, en tant que patient, ça crée, vous le savez tous, un certain nombre de difficultés. Alors, le grand coupable de tout ça, en tout cas c'est ce qu'on dit dans la littérature scientifique, c'est notre cher philosophe René Descartes, qui, lorsqu'il a dit « je pense donc je suis », a finalement créé cette scission entre ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit et ce qui se passe dans le corps. Il a permis d'une certaine manière une avancée phénoménale de la science médicale, mais en même temps, cette phrase « je pense donc je suis » et les avancées qui ont été réalisées à la suite ont laissé de côté pendant très très longtemps et jusqu'il y a somme toute peu de temps l'importance à la fois des relations entre le médecin et le patient et l'importance également de ce qui se produit dans notre cerveau, dans notre esprit quand nous sommes en bonne santé ou quand nous sommes malades. Alors deux grandes choses, deux grandes dimensions sont étudiées actuellement lorsqu'on s'intéresse à la science des liens entre l'esprit et le corps, le stress, les émotions. Vous en avez entendu parler dans le film, on va revenir assez rapidement dessus ensemble. Alors,
on parlait de tigre dans le film, là c'est un lion, hein, j'ai tendance à mélanger les pinceaux entre tigre et lion, mais cette fois-ci c'est un lion. Eh bien, on l'a entendu, le stress finalement, ce phénomène de stress dont on parle tous, ce terme qu'on a tendance à utiliser parfois à mauvais escient, eh bien, le stress c'est finalement la réaction de l'organisme qui est produite lorsqu'on se sent en situation de menace, en situation de danger. C'est cette réaction qui déclenche en fait des réactions en cascade dans notre corps qui nous permettent d'un côté de réagir en situation de danger aigu, c'est-à-dire que si on est dans la rue et qu'une voiture nous fonce dessus, grâce à cette réaction de stress instantanée qu'on appelle de fight or flight, réaction qui envoie à la fois du sang en plus grande quantité dans nos muscles pour nous permettre de les contracter, qui accélère le cœur, qui nous fait accélérer la respiration, eh bien, cette réaction, elle a évidemment de bons côtés en situation aiguë. Elle nous permet, quand on voit une voiture approcher, sans même y réfléchir, de sauter sur le trottoir. Donc cette réaction d'alerte, de stress aigu, a évidemment certains bienfaits. Le problème, c'est que ce stress qui nous permettait de combattre ou de fuir lorsqu'on était soumis à des dangers physiques, eh bien, ces réactions sont toujours les mêmes, alors que maintenant les sources de stress sont évidemment bien différentes. On est davantage soumis au stress lorsqu'on est dans les embouteillages, ou bien lorsqu'on est en conflit avec un conjoint, avec un collaborateur, un patron. On ne va pas, en général, on essaie de ne pas lui mettre notre poing dans la figure, comme on aurait pu le faire avec un adversaire il y a des millénaires. On essaie de ne pas fuir, mais les réactions physiologiques sont les mêmes. Lorsqu'elles sont en situation très ponctuelle, dans le cadre d'une réaction aiguë, à ce moment-là, comme on l'a vu, ça a des bénéfices. Hein, ça peut nous servir à sauter sur le trottoir pour éviter une voiture. Malheureusement, lorsque ce stress devient chronique, comme vous l'avez vu dans le film et comme vous le savez certainement, eh bien ça entraîne une usure de l'organisme en mettant en branle un nombre important de mécanismes physiologiques. Alors, on passe du lion au zèbre. Je vais vous demander de faire une petite expérience d'imagerie mentale avec moi ou faire preuve d'imagination. Imaginons pour quelques instants que nous sommes des zèbres dans la savane africaine. Hein. Vous voyez ce zèbre paisible qui a l'air un peu aux aguets et il peut, quand il en a le loisir, brouter l'herbe de la savane, et puis il voit arriver ce lion qui sort des bosquets. Que va faire le zèbre, à votre avis? Il va s'enfuir. Il va s'enfuir. De deux choses l'une, que va-t-il lui arriver? Deux scénarios. Il va réussir à s'enfuir et échapper au lion. Il va s'enfuir, mais le lion sera plus rapide et donc il va se faire dévorer. Alors, on a peu d'indices sur la vie intérieure du zèbre, bien évidemment. Mais on peut quand même imaginer que ce zèbre, une fois que le lion l'aura laissé en vie, eh bien, il va se remettre tranquillement à brouter les herbes de la savane. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant qu'être humain, nous avons le même type de réaction? Qu'allons-nous faire après avoir échappé à un danger? Est-ce que l'on va réussir à rester tranquillement dans l'instant présent, dans le moment présent et revenir à notre activité? C'est peu probable, n'est-ce pas? En général, on va passer en revue tout ce qu'on a fait mal. J'aurais dû partir plus vite, j'aurais dû m'enfuir plus rapidement, j'aurais dû prendre à droite ou à gauche. Et puis, on va également se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois, mais quand ce lion va-t-il revenir? Donc, on va être très rapidement pris par les ruminations qui concernent le passé et puis pris par des anticipations négatives qui concernent l'avenir. Donc, à la différence du zèbre, l'une des caractéristiques de l'esprit humain, c'est à la fois de nous permettre d'avoir ces activités cognitives fabuleuses qui nous permettent donc d'écrire de la poésie, de créer des civilisations, mais
ce cerveau a un certain nombre de désavantages, ou en tout cas nous pose un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que vous voyez le livre qui se trouve en bas à gauche de l'écran, qui a été écrit par Robert Sapolsky, qui est un neurophysiologiste de Stanford. Pourquoi les zèbres ne font pas d'ulcères? Eh bien oui, les zèbres, ayant cette capacité à rester dans l'instant présent, sont finalement peu préoccupés par ce qui leur est arrivé, par ce qui va leur arriver, et ils ont donc une sorte de décontraction vis-à-vis de leur existence que malheureusement nous, pauvres humains, nous n'avons pas toujours. Alors, le cerveau humain, vous le voyez, il s'est énormément modifié en fait lors des 3 derniers millénaires. Il a triplé de volume, il a, comme on l'a dit, permis de réaliser des choses extraordinaires. C'est une machine à résoudre les problèmes fantastiques. Son problème, justement, c'est qu'il nous limite parfois en essayant en permanence de trouver des solutions à des problèmes qui n'en ont pas forcément dans l'immédiat. Donc, le cerveau humain s'est construit en fait comme un oignon, avec des différentes couches, comme des pelures d'oignon, en partant de la partie la plus centrale, qui est donc la partie la plus ancienne, archaïque, le cerveau reptilien, au-dessus la partie jaune, le cerveau émotionnel, et la partie la plus récente, la plus extérieure, le cortex, le néocortex, qui nous permet de réfléchir, de prendre des décisions. C'est donc comme ça, plus ou moins de manière schématique, évidemment, que c'est ce à quoi ressemble le... Alors, j'essaie juste d'activer le pointeur sans faire de bêtises cette fois-ci. Voilà. Le cerveau avec son évolution au fil du temps. Vous le voyez là, la structure centrale du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Elle a été évoquée également pendant le film. L'amygdale, c'est un peu comme notre système d'alarme. C'est-à-dire que lorsque nous percevons un danger, lorsque nous voyons des visages qui ont des expressions qui sont a priori menaçantes, eh bien, ce signal d'alarme se met en marche, s'active. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. On sait par exemple très bien que lorsqu'on est soumis à des visages qui sont diffusés, des visages menaçants qui sont diffusés à une vitesse trop importante pour que nous en soyons conscients, et bien même comme ça, lorsqu'on met les personnes dans une IRM, on se rend compte que leur amygdale s'active donc avec un seuil de détection extrêmement bas. Alors, un schéma un peu barbare, mais simplement pour vous montrer, pour revenir sur ce qui était dit dans le film, sur ces deux aspects qui sont vraiment opposés. D'un côté, la réponse de stress, donc la réponse de combat ou de fuite, qui active de très nombreux systèmes dans l'organisme par le biais du système nerveux sympathique, et on l'appelle sympathique alors qu'il ne l'est pas vraiment, mais c'est son nom. D'un côté le système nerveux sympathique, de l'autre le système nerveux parasympathique, qui lui a une action calmante, c'est lui qui module la réponse de relaxation, donc ce qui se produit dans l'organisme, au même niveau, en étant complètement opposé sur le plan de la physiologie aux réponses de stress. Donc vous voyez finalement d'un côté, encore une fois de manière assez schématique, la réaction de stress d'un côté et ce qu'on appelle l'homéostasie de l'autre, avec quelque chose qui nous permet de tendre vers la résilience.